Léonard de Vinci note aussi que la principale tâche du poète est d'inventer les paroles du dialogue des hommes, ce qui est une sorte d'anticipation des formules mêmes de Lessing. Deux autres théoriciens de l'art, au Cinquecento, Lodovico Dolce et Benedetto Varchi, l'ont aussi remarqué. Pour Dolce, le peintre doit imiter par la ligne et la couleur tout ce qui est visuel, y compris les phénomènes de la vie intellectuelle et psychique, s'il s'exprime par les mouvements du corps. Le poète, par contre, peut exprimer avec des mots ce qui n'est que du domaine de l'esprit. Pour Varchi, le peintre imite il di fuori, le monde extérieur, et le poète il di dentro, l'univers intérieur. Varchi ajoute que les limites ainsi marquées ne peuvent être dépassées que de fort peu, soit que le poète veuille représenter le monde extérieur ou le peintre exprimer les sentiments, et que de toute façon, dans le domaine qui n'est pas le sien, chacun réussira moins bien que l'autre. Cependant, dans le milieu du XVIe siècle, moment où écrivaient ces théoriciens, et celui où Lessing reprit le sujet, la distinction dont parlaient Léonard, Dolce et Varchi s'était estompée, si elle n'était pas complètement oubliée. La théorie artistique de l'époque du maniérisme avait contribué à ce résultat. En renouant avec le Moyen-Âge et plus encore avec Platon, elle avait abandonné l'idée aristotélicienne de la Renaissance sur l'imitation de la nature et sur le moyen d'atteindre le beau artistique par la sélection des beautés naturelles. Pour le maniériste, l'artiste devait contempler l'idée de la perfection, ce que Zuccaro appelait les disegno interno. Une telle conception n'était certes pas favorable au maintien des divisions entre les différentes formes de l'activité artistique. Il y avait aussi une autre raison. Les peintres du XVIe siècle cherchaient à justifier théoriquement leur émancipation déjà fort avancée de l'ancienne condition artisanale. C'était naturellement avantageux pour eux de comparer la peinture à la poésie. La peinture s'élevait ainsi à la dignité d'art libéral, et c'est pourquoi ces théoriciens insistaient sur cette comparaison. L'autorité sur laquelle on pouvait, si l'on devait s'appuyer, était l'Antiquité. Les anciens, sans trop s'engager dans le débat, appelaient peintres les écrivains dont les descriptions étaient particulièrement vivantes et colorées, n'impliquant cependant pas qu'ils aient voulu tirer de cette métaphore superficielle des conséquences importantes ou des normes picturales et poétiques, ni même qu'ils aient voulu dire quelque chose d'essentiel sur la structure même de ces deux arts. Si l'on cherche au-delà d'assez vagues comparaisons une théorie systématique, il s'avère que l'Antiquité n'avait qu'une doctrine de la poésie dramatique et épique, mais ayant relevé çà et là chez les écrivains anciens des remarques sur des comparaisons possibles entre peinture et poésie, les théoriciens de la Renaissance ont appliqué la théorie littéraire aux beaux-arts sans se rendre compte des difficultés qui peuvent naître du transfert des principes de l'art des paroles qui se succèdent dans le temps à l'art des formes coexistantes dans l'espace, pour reprendre la formule de Lessing. Aristote dans sa poétique, Horace dans son art poétique sont les initiateurs de cette identification de la peinture à la poésie. Tous deux citaient des analogies intéressantes, sans cependant penser à les rapprocher, comme le firent les théoriciens de la Renaissance et du baroque. Aristote déclare par exemple que la nature humaine en action est objet d'imitation pour les peintres comme pour les poètes. Analogie aussi juste pour la peinture de la Renaissance italienne que pour l'antique, et démontrant que le sujet est l'élément le plus important de la tragédie, il ajoute que la toile recouverte des plus belles couleurs ne peut produire autant de plaisir qu'un portrait dessiné au trait. Il assimile ainsi le sujet au dessin dans la peinture, et la comparaison semble assez innocente. Ce rapprochement n'était certainement pour Aristote qu'un moyen d'illustrer son discours sur le drame, mais il servit de point de départ aux théoriciens modernes pour la doctrine des arts jumeaux, qui, elle, pouvait être vivement contestée. L'art poétique a fourni deux textes qui servaient tout spécialement cette doctrine. Dans l'un, après avoir décrit un monstre grotesque qui comparait à l'œuvre de l'écrivain, dont les vaines fantaisies ressemblaient au délire d'un malade, Horace accorde aux peintres et aux poètes un droit égal à la liberté de l'imagination. L'autre est la fameuse comparaison ut pictura poesis.
Horace, la poésie est comme la peinture, certaines plaisent mieux regardées de près et d'autres vues de loin. L'une aime l'obscurité, l'autre veut être vue à la lumière et ne craint pas le jugement pénétrant du connaisseur. Celle-ci plaît une seule fois, une autre plaira 10 fois répétée. Ces comparaisons étaient tout à fait justifiées et servaient à illustrer la pensée de l'auteur. Mais quant à la Renaissance, les humanistes s'en emparèrent dans leur désir de conquérir pour la peinture les prérogatives déjà acquises par la poésie. Ils perdirent de vue le sens originel et firent d'un simple parallèle littéraire un principe rigide. Horace dans Ars Poetica. Or, dans la seconde moitié du XVIe siècle, quand les théoriciens peintres ou non voulurent concevoir une doctrine de l'art, ils n'hésitèrent pas à la baser sur les deux formules classiques qu'ils appliquèrent de la manière la plus artificielle à la peinture. La théorie ainsi créée ne pouvait bien souvent éviter la pédanterie, ni même l'absurdité quand elle n'était pas complètement fausse. Que demandait-on à la peinture en faisant l'égal de la poésie ? Comme celle-ci, la peinture devait décrire l'action humaine idéale. On étaya cette idée aristotélicienne de l'imitation, imitatio sur une assise horacienne, imiter la nature d'après des modèles parfaits, exemplaria graec. Ce postulat, toujours dangereux en puissance, a eu précisément au XVIIe et au XVIIIe siècle une influence fatale sur la production moyenne des artistes académiques français, ceux-ci l'ayant infléchi en un classicisme imbu de la notion de la belle nature. L'Evetio difficile et noble fut un critère fondamental de la grandeur d'un peintre. Les sujets devaient être identiques à ceux des poètes. Les seuls dignes étaient historiques, tirés des Écritures ou d'autres textes religieux de l'histoire de la grande poésie et de la mythologie. Félibien a même établi une hiérarchie de la dignité des peintres selon les sujets qu'ils entreprenaient. Selon les tenants du principe ut pictura poesis, la peinture devait ressembler à la poésie, surtout par son habileté à traduire les passions humaines. Par l'expression, cette exigence était logiquement déduite de deux exigences précédentes. Ce but que Léonard de Vinci fixait au peintre, observer la mimique et les gestes des hommes en tant qu'expression de leurs émotions et de leurs sentiments, se transforma chez Lebrun sous l'action de la psychologie cartésienne, en des règles illustrées par l'artiste lui-même, portant sur l'expression de sentiments précis et destinées à être scrupuleusement suivies par les peintres dans leur composition historique. La peinture devait instruire comme la poésie, et Philibien estimait que l'une des fins de la peinture était l'instruction des ignorants. Ce but moral didactique était lié à deux autres exigences. D'abord à celle du décorum, c'est-à-dire de l'obligation d'harmoniser la représentation des personnages à leur sexe, âge, origine ou dignité, que les formes de leur corps, la manière de se mouvoir, la couleur et le genre des vêtements devaient exprimer suivant une convention préalable. La seconde exigence, portant sur la préparation du peintre lui-même, découlait de la première. Le peintre devait posséder une culture considérable dans des domaines nombreux et variés, histoire, géographie, ethnologie, pour pouvoir vraiment devenir un frère du doctus poeta classique. Ces exigences entraînaient des critiques pour nous amusantes. On attaquait Poussin par exemple pour avoir montré dans la récolte de la manne la précieuse substance tombant de jour, tandis que les textes veulent que les Juifs les trouvaient le matin déjà répandus sur le sol. On lui reprochait aussi, à propos de sa rencontre de Rebecca et d'Eliezer, de ne pas y avoir fait figurer les 10 chameaux mentionnés dans la Bible. On faisait encore souvent grief aux peintres d'avoir mal rendu le caractère du paysage où l'action se situe. Outre ces lourdes contraintes, on les chargeait parfois d'obligations supplémentaires, portant directement cette fois sur la structure formelle de l'œuvre, tandis que les précédentes ne visaient que le choix et la conception du sujet. Mais ces impératifs supposaient une certaine attitude devant le tableau, identique à celle qu'on exigeait du lecteur d'un poème ou d'un spectateur d'un drame. Poussin lui-même écrivait à son ami au sujet de la manne. Lisez l'histoire et le tableau. Ce souci d'absolue fidélité au texte est en même temps, d'après la doctrine de Lut Pictura Poesis, de constante évocation des règles classiques de la poésie, conduisit à vouloir imposer au tableau, comme au théâtre,
le principe des trois unités. On en vint à analyser un tableau en décomposant le début, le milieu et la fin de l'action. Cette attitude menait parfois à des comparaisons saugrenues entre les deux arts. Ainsi, les groupes subordonnés au groupe central de la peinture répondaient aux épisodes du poème épique ou au cœur de la tragédie, ou bien l'esquisse d'un tableau était assimilée au décor d'un drame, ou encore l'exanthème peint sur le visage d'un personnage correspondait aux vices d'un héros de tragédie. Lessing jugea que cette savante élaboration théorique était mal construite, sur des bases fausses, et résolut de la détruire. Mais en France, pays d'élection du classicisme et patrie de la critique d'art, le Laocoon n'eut aucune influence et les écrivains d'art français ont continué longtemps encore de juger selon la doctrine que Lessing avait si vigoureusement combattue. Wilhelm Dicté écrivait à propos de Lessing. Il devenait ainsi le second législateur des arts, de la poésie en particulier, après Aristote. En effet, ses idées sur les formes coexistantes dans l'espace et successives dans le temps, sur les formes et les actions comme moyens spécifiques, les unes des arts plastiques et les autres de la poésie, ont agi d'une manière décisive sur l'esthétique et sur la méthode de l'histoire de l'art. Nietzsche, en élaborant sa conception de l'art apollinien et dionysiaque qui devait détruire l'image monolithique de la culture antique créée par Winckelmann, pouvait déclarer qu'il voulait faire un pas au-delà du Laocoon de Lessing et de ses catégories. Et les érudits continuent jusqu'à nos jours à discuter des thèses de Lessing ou à s'en réclamer pour combattre les opinions de leurs adversaires, comme si ces thèses avaient gardé leur fraîcheur et leur actualité. Il est facile de savoir contre qui sont dirigées les polémiques de Lessing. Il nomme toujours ses adversaires. Mais il est moins de savoir dans quelle mesure ses propres raisonnements sont originaux, puisque suivant l'usage de l'époque, il ne mentionne pas ses prédécesseurs, car il n'était pas seul à essayer de définir les différences entre poésie et peinture. C'est probablement à Moïse Mendelssohn, un philosophe devenu son ami intime, que Lessing était redevable de la majeure partie de sa formation artistique. Il s'est certainement inspiré aussi des écrits de Shaftesbury, de l'abbé Dubos, de Jonathan Richardson, de Harris et de Diderot, leur théorie portant par exemple sur la continuité de l'action en poésie, s'opposant à la représentation de moments uniques en peinture, Dubos, Richardson, Harris, Diderot. On trouve d'ailleurs de semblables discussions dans presque tous les traités d'esthétique du temps. Ces auteurs affirment également qu'il est possible de dépasser un peu les limites de chacun des deux modes de représentation, Shaftesbury, Harris, Diderot. On peut aussi trouver chez Dubos, Harris et Diderot une distinction entre les signes naturels de la peinture et les symboles conventionnels de la poésie. Ils soutiennent également que les objets peints pénètrent directement la conscience du spectateur, où leurs souvenirs demeurent extrêmement vivaces, tandis que la perception graduelle de la description poétique nuit au contraire à sa vivacité. Cependant, Dubos et Richardson en particulier s'en tiennent toujours jusqu'à un certain point à la théorie de lutte pictura poesis. Aucun d'eux ne va, comme Lessing, jusqu'à nier la fonction expressive et didactique de la peinture. Bref, ils n'ont fait qu'affirmer l'existence de différences, mais non d'une véritable frontière dans les arts. Entre les arts. Lessing va beaucoup plus loin et crée un nouveau système, et toute étroite et impossible à réaliser qui étaient les directives découlant de ses principes, tout erroné qu'aient pu être ses prémices même et anachroniques, ses opinions esthétiques, ce système est original et ouvre des chemins nouveaux à la théorie et aux méthodes de l'histoire de l'art. Le but de Lessing était, on le sait, de délimiter les deux arts le plus nettement possible. Il prend pour point de départ la différence de structure entre peinture et poésie, déjà admise par les théoriciens contemporains, donc entre un art régi par les sons articulés qui se succèdent, ou encore un art dont les moyens sont les signes naturels, c'est-à-dire qui correspondent directement aux formes de la nature, et un art soumis aux signes arbitraires, où la liaison entre le signe et la nature ne repose que sur la convention. Mais Lessing ne s'en tient pas à cette distinction qui porte sur les matériaux de la structure formelle de l'œuvre, et il passe aussitôt à ce qui est exprimé par l'intermédiaire de ces signes, à l'objet représenté, et comme il entend toujours distinguer nettement, il limite volontairement et de manière incontestable le domaine des objets représentables pour chacun des arts en partant d'une proposition qu'il suppose évidente.
la nécessité de l'accord entre le caractère du signe et celui de l'objet représenté. Poésie et peinture sont des arts d'imitation, mais précisément pour que l'imitation soit parfaite, c'est-à-dire susceptible d'être perçue aussi vivement que la réalité même, les objets représentés doivent être en harmonie avec le style des signes. Il en découle que la poésie ne peut représenter que ce qui possède comme elle-même une étendue dans l'espace, donc les actes, et la peinture que ce qui s'exprime dans son mode propre, forme et couleurs assemblées, donc les corps dans l'espace, le temps. Aussi, le but de l'art doit être conforme au caractère des signes. Il est vrai que la perfection d'un tableau ne réside pas dans la réussite de l'imitation, mais dans celle de l'œuvre même et de ce qu'elle représente. En peinture, ou plus généralement dans les arts plastiques, la perfection est la beauté visible, et cela seulement, d'où le but que les signes assignent aux arts plastiques dans ce seul domaine esthétique. Beauté du corps, alors qu'il réserve à la poésie le domaine moral. Belle action. Ce qu'il entendait par beauté visuelle, il a formulé dans la partie inédite du Laocoon. La fin de la peinture est de représenter la beauté physique. La plus haute beauté physique existe uniquement chez l'homme, et même uniquement là grâce à l'idéal. Or, il n'y a guère d'idéal pour les formes animales, et pas du tout pour la nature végétale ou inanimée. C'est ce qui détermine la place du peintre, de fleurs ou du paysagiste. Il imite des beautés qui ne sont pas capables d'idéal. Il ne travaille donc qu'avec l'œil et la main, et le génie n'a que peu ou point de part à son œuvre. Cette limitation constitue la partie la plus anachronique de la théorie de Lessing et devait évidemment mécontenter les artistes. L'auteur du Laocoon se déclare l'allié des académiciens les plus rigoristes et l'adversaire de l'amour de la nature si caractéristique des mouvements pré-romantiques du XVIIIe siècle. De cette nature aimée dans son immensité et dans sa virginité, Lessing reste le dernier champion et l'un des plus grands des aristotéliciens, et le Laocoon est l'un des derniers bastions de l'humanisme de la Renaissance.